Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde sur le thème de l'intelligence artificielle ou l'utilisation plutôt responsable de l'intelligence artificielle. C'est pour moi un très grand plaisir de recevoir des panélistes d'exception aujourd'hui venus tout droit du Québec avec Ravi Por, qui est directrice exécutive intelligence artificielle et technologie émergente chez KPMG Canada. Lise Estelle Brault, qui est directrice principale données, innovation et fintech au régulateur québécois, l'autorité des marchés financiers. Nous avons Manuel Morales, qui est professeur associé au département de mathématiques et statistiques de l'Université de Montréal. Et également Gwendal Bihan, qui est donc CEO et cofondateur de Actionable, une entreprise de services conseil en intelligence artificielle responsable qui a deux pieds des côtés de l'Atlantique, puisque c'est une entreprise française établie chez nous au Canada et plus particulièrement au Québec. Donc, je me présente, je suis Florian Roule, directeur principal stratégie et partenariat chez Finance Montréal. Et pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir animer au cours de la prochaine demi-heure cette table ronde qui a vraiment pour but d'amener différents objectifs, différents points de vue, je dirais, sur le fait que l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière responsable peut être créatrice de valeur et y avoir un impact positif et mesurable sur les activités des entreprises et de l'ensemble de la société. Nous sommes dans l'événement Franco-FinTech, donc, et justement, dans le secteur FinTech, les modèles d'intelligence artificielle équitables, sans biais, permettent par exemple de développer des services financiers pour des nouveaux segments de clientèle et de favoriser ainsi l'inclusion financière. Si vous avez assisté à d'autres tables rondes plus tôt, notamment nos amis du Maroc parlaient justement d'intelligence artificielle appliquée pour l'inclusion financière. Ou encore de faciliter la prise de décision pour des investisseurs institutionnels ou des gestionnaires d'actifs via l'intégration de données ESG, le fameux acronyme pour environnement social et de gouvernance dont on entend tant parler ces derniers temps, de façon à pouvoir orienter les stratégies d'investissement et les processus opérationnels. Donc, pour moi, avec nos panélistes, nous allons pouvoir discuter vraiment du mariage entre la technologie et les services financiers, ce mariage qui est de plus en plus étroit. Vous avez toutes et tous de très belles expertises dans le domaine et votre feuille de route, si les gens qui nous écoutent ont lu, parcouru vos biographies qui sont sur le site Internet, j'en suis convaincu qu'ils vont pouvoir le constater. Mais j'aimerais pouvoir peut-être ouvrir la discussion avec un rapide tour de table, de façon à vous donner l'opportunité de vous présenter très rapidement, ainsi que vos organisations. On pourrait peut-être commencer par toi, Ravi. Merci Florian pour cette invitation. Bonjour chers collègues, bonjour tout le monde. Alors, moi c'est Ravi, je suis directrice exécutive en intelligence artificielle et technologies émergentes chez KPMG. Donc, mon background est en mathématiques, en machine learning, au niveau de la science de données, l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'on fait au niveau de mon secteur, au niveau de notre centre d'excellence? On offre et on aide les entreprises québécoises à offrir un flux unifié, je dirais, en sciences de données. Donc, ça va non seulement au niveau des modèles en analytique avancée et en intelligence artificielle, mais aussi au niveau de l'architecture de données, des plateformes analytiques et également au niveau de l'intégration de l'éthique algorithmique. Donc, je ne veux pas dire que c'est seulement l'éthique en intelligence artificielle, mais bien au niveau de l'éthique algorithmique. Alors, je m'arrête là. Justement, quand on parle d'éthique algorithmique, on a un expert autour de la table avec toi, Manuel. Manuel, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Oui, donc Manuel Morales, je suis professeur à l'Université de Montréal, département des mathématiques statistiques, faisant de la recherche en statistique appliquée, apprentissage machine ou machine learning en finance. Je suis directeur général aussi de FINML, Fin pour finance, ML pour machine learning. C'est un réseau à l'intérieur d'Ivado. Ivado, c'est l'Institut de valorisation des données. À partir duquel on a une mission de former la nouvelle génération de professionnels de la finance avec une couche technologie, innovation, machine learning. Ces programmes-là, il est surtout axé autour de projets de recherche et de l'expérience. Et justement, un de ces projets qu'on a, c'est sur la finance responsable, l'application de l'IA dans la finance responsable. Aussi, avec un autre chapeau, je suis chercheur de l'Algora Lab. Donc, l'Algora Lab, c'est un laboratoire universitaire interdisciplinaire
qui développe une éthique délibérative pour l'IA et aussi qui se penche sur les questions et l'analyse des impacts sociétaux des technologies IA en général et donc en particulier dans la finance. Donc voilà ce que j'apporte à cette discussion aujourd'hui. Merci. Merci Manuel. Et justement, quand on parle d'introduction de nouvelles technologies, d'innovation dans le secteur financier, bien entendu, le régulateur a un rôle très important à donner. Lise Estelle, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton rôle ainsi que celui de l'AMF? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Lise Estelle Brault. Je suis directrice principale données, FinTech et innovation à l'Autorité des marchés financiers du Québec. Donc, l'intelligence artificielle, la science des données, c'est important pour l'autorité, je dirais, de 2 points de vue. Le premier point de vue en est un interne. Comme régulateur, on reçoit énormément de données des compagnies ou des sociétés, des individus qui sont assujettis à la réglementation qu'on administre. Donc, toutes ces données-là, beaucoup des données sont dans un format non structuré. Le traitement des données est un défi en soi. Donc, pour nous, de se donner un objectif stratégique d'optimiser l'utilisation de nos données dans nos décisions, dans nos actions, c'était nécessaire, c'était important. Et on le fait en faisant grandir dans tous nos secteurs, justement la science des données et en essayant de se donner les moyens de transformer ces données-là qui sont brutes, qui sont non structurées, en intelligence qu'on peut utiliser dans notre travail. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, tout aussi important, sinon plus, on a un mandat de protection des consommateurs de produits et services financiers ici au Québec. Donc, on s'intéresse à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la distribution des produits et services financiers et à bien comprendre qu'est-ce que ça change pour le consommateur, où sont les risques pour les consommateurs, quelles sont les nouvelles tendances qui émergent et quel est notre rôle en tant que régulateur dans cette évolution-là? Donc, voilà. Merci. Merci Lise Estelle. On aura l'occasion justement d'y revenir sur ce rôle du régulateur qui est ô combien important. Puis le fil sur lequel vous marchez est extrêmement fin entre protection du consommateur justement et stimuler l'innovation et le développement technologique. Puis justement, quand on parle de développement technologique en intelligence artificielle, on a avec nous Gwendal avec Actionable qui se définit comme le chef de file de l'investissement responsable, de l'intelligence artificielle responsable, Gwendal, est-ce que tu peux nous parler un peu de Actionable et puis de ton rôle aussi chez Actionable? Oui, bien sûr. Et puis, déjà, merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis Gwendal, je suis le directeur général et un des cofondateurs d'Actionable. Nous, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on existe. Donc, on est basé à Montréal et à Paris. On est un peu plus de 50 personnes maintenant. Et nous, notre raison d'être, c'est vraiment d'aider les entreprises à être plus durables et plus résilientes. Et on a un domaine d'expertise qui est celui de l'intelligence artificielle. Donc, on va beaucoup travailler dans le secteur financier pour des banques, des asset managers, des assureurs, des réassureurs ou encore des agences de notation pour mobiliser la technologie, pour les aider à être plus performantes et plus durables. Donc, on aura l'occasion d'en parler par la suite pour donner quelques exemples un petit peu plus concrets. Merci beaucoup pour cette présentation, ce tour de table avec vous. On le voit de façon indéniable, l'intelligence artificielle constitue un progrès scientifique et technologique. Je pense que personne autour de la table qui nous écoute également peut dire le contraire. Ça a explosé au cours des dernières années avec le big data, avec aussi les puissances de calcul qui ont augmenté, etc. C'est un bénéfice majeur de ce point de vue-là, mais aussi son développement, ça peut avoir un revers à cette médaille-là, ça peut engendrer des enjeux éthiques. Tu parlais justement de cela, Ravi. Il y a des risques importants aussi, puis notamment dans le secteur financier, d'où le rôle du régulateur qui est extrêmement important. Et justement, Lise Estelle, si on continue avec toi un peu, selon ton expérience, et le rôle du régulateur, vous encadrez le secteur financier, vous encadrez aussi l'innovation, le développement technologique.
pour protéger justement le consommateur et les utilisateurs de produits ou de services financiers. De ton point de vue, est-ce qu'il y a des balises qu'on doit mettre en place justement au sein du secteur financier là, pour nous assurer qu'on ait une utilisation éthique, responsable de l'intelligence artificielle? Comment est-ce que vous adressez cet enjeu au niveau du régulateur? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Tu parlais tantôt, Florian, d'un équilibre entre l'innovation et la protection des consommateurs. Et on voit souvent ces deux aspects-là comme des pôles opposés. C'est pas nécessairement le cas. Il peut y avoir de l'innovation qui est tout au bénéfice des consommateurs. Mais il faut aussi être capable de cerner les enjeux, les risques qui pourraient se matérialiser et les encadrer de façon à protéger le consommateur, mais pas pour autant de freiner l'innovation qui peut apporter beaucoup de bénéfices. Donc, c'est un équilibre qui est délicat. Ça nous demande d'agir sur plusieurs fronts. Je pense qu'un des fronts qui est très porteur dans l'encadrement des nouvelles technologies, ce sont toutes les relations qu'on a à l'international, donc les efforts de comités internationaux de se pencher sur ces nouvelles tendances-là et de partager de l'information. Je pense particulièrement là, au réseau qu'on appelle le Global Financial Innovation Network qui a été lancé par la FCA du Royaume-Uni, qui regroupe maintenant plus de 70 autorités à travers le monde, avec un focus justement sur l'innovation et les nouvelles technologies. Mais on travaille aussi localement. Un des projets qu'on a lancé et qu'on est sur le point de terminer présentement là, en matière d'intelligence artificielle, c'est un projet collaboratif qu'on mène collaborativement avec l'Algora Lab, Emmanuel justement, et le Cyrano ici au Québec. Ce projet-là consiste à développer pour l'autorité ce qu'on appelle des attentes en matière d'utilisation responsable de l'IA par ses clientèles. Donc, on n'est pas encore dans la réglementation. On est vraiment à un niveau macro, mais qui quand même envoie un signal aux clientèles, un signal qui se veut d'anticipation, hein, possiblement d'avoir un cadre réglementaire pour le développement de ces systèmes-là à venir et donc une façon de dire aux entreprises qui veulent développer des systèmes de garder les grands principes d'éthique et d'utilisation responsable, donc les attentes de l'autorité en tête dans le développement pour pas avoir à tout refaire. Ou à modifier là, de façon significative ces systèmes-là dans le futur. On l'a fait avec les consommateurs de produits et services financiers. Donc, en avril, on a tenu 3 ateliers de délibération avec des consommateurs pour entendre leur réaction par rapport à des cas d'usage d'utilisation d'intelligence artificielle dans le secteur financier. Et c'est quelque chose qui va vraiment nourrir notre réflexion et nous permettre, je l'espère, bientôt de publier le rapport là, qui va faire état de nos travaux. C'est très intéressant. Et puis souvent, on voit le régulateur d'un regard extérieur comme étant un peu éloigné aussi de la réalité des fois de son marché, puis des institutions financières, puis des besoins des consommateurs. Puis on voit avec ce que tu nous partages que la collaboration elle est extrêmement importante. Puis ça fait partie un peu de l'ADN aussi de l'AMF ici au Québec. Quand on discute avec des gens de l'AMF, on le voit, vous avez souvent l'habitude d'employer le terme régulateur de proximité. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est qu'un régulateur de proximité? Tout à fait. C'est un terme qu'on utilise, oui, c'est vrai, ça a même été un objectif stratégique de notre dernier plan stratégique. Un régulateur de proximité, c'est pas un régulateur qui va
s'acoquiner avec certains joueurs du marché ou se laisser influencer indûment, mais c'est un régulateur qui se veut près du marché, qui le supervise pour bien comprendre les enjeux, pour bien prendre le pouls, pour poser des actions qui ont un impact au niveau de l'écosystème. Et c'est particulièrement important d'un point de vue fintech, d'un point de vue innovation technologique. On ne peut pas être crédible dans notre rôle, on ne peut pas être efficace dans notre rôle si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et où l'industrie s'en va. Donc, d'où la proximité, les échanges, les comités consultatifs, les participations à des panels comme aujourd'hui, qui sont très, très importants pour nous, pour aller chercher cette information-là. Merci Lise Estelle. Puis justement, le partage, la collaboration, la proximité, Ravi, si je me tourne un peu vers toi, c'est quelque chose que tu as quand même connu très régulièrement, là, parce qu'avant de te joindre à KPMG, tu étais chez Desjardins, très grande institution financière québécoise. Tu en as vu passer des projets d'intelligence artificielle et de mise en œuvre justement de projets en interne, ou maintenant aussi au sein de KPMG avec tout un tas de parties prenantes. Est-ce que tu peux nous donner un peu là, des exemples concrets que tu as vus là, de mise en œuvre de projets d'intelligence artificielle responsable, éthique? Puis, comme Lise Estelle le soulignait, la collaboration, est-ce que c'est la clé pour réussir un projet d'IA? Excellente question. Moi, je dirais qu'on entend souvent, seul, on peut peut-être avancer vite, mais ensemble, on avance beaucoup plus loin. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai co-créé et que je co-lead la communauté d'intégration de l'intelligence artificielle au Québec, qui regroupe plusieurs grandes entreprises, dont par exemple Beneva, Desjardins, Industrielle Alliance, Lightspeed, la Caisse de dépôt, le secrétariat du Conseil du Trésor, les universités et même les centres hospitaliers, etc. Et le but vraiment, c'est de se partager les meilleures pratiques et également les échecs. Donc, dans cette communauté-là, justement, on s'est rencontrés cette semaine où est-ce que c'était un sujet qui était planifié depuis longtemps, mais un sujet qui tient à cœur plusieurs personnes. C'était au niveau de l'intelligence artificielle responsable. Dans mes expériences, j'ai implanté également un projet au niveau de l'éthique algorithmique. Et il y a pas il y a pas une recette à suivre. Il n'existe pas encore de recette. C'est quand même un sujet qui est assez récent en termes d'éthique algorithmique. On peut même penser à des cas qu'on a déjà vus, par exemple, avec Target en 2011 aux États-Unis et avec la fille adolescente qui était enceinte et son père n'était pas au courant et qui l'a su également. Donc, on peut penser à ces types d'exemples-là. Mais je dirais que les premières étapes qui ont été extrêmement importantes étaient au niveau de la collaboration, mais aussi d'inclure les personnes dans la conversation et pas seulement au niveau des scientifiques. Donc, c'est plus qu'au niveau des scientifiques parce que ça l'impacte plusieurs personnes, plusieurs secteurs. Donc, on peut penser non seulement j'ai inclus aussi des éthiciens dans la conversation, déjà au niveau des avocats et plusieurs secteurs au niveau des données, de la science des données, de l'intelligence artificielle, de la conformité, etc., pour tenir cette conversation-là. Je vous dirais que au Québec, on a la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, mais j'aime dire que c'est au niveau algorithmique. Et ça a été, dans le fond, publié en décembre 2018. Donc, ça a beaucoup aidé également à la conversation. Donc, ça se veut comme une boussole et c'est des principes éthiques qui ont pu alimenter également le travail qui se fait en amont. Donc, il n'y a pas seulement aussi au niveau du framework, au niveau du cadre d'éthique, parce que souvent, en fait, tout le temps, les organisations ont déjà un code de déontologie et d'éthique, mais ce volet-là d'éthique algorithmique n'est pas inclus. Donc, comment penser en termes de stratégie? Est-ce que ça va être un cadre qui est différent? Est-ce que ça va être un cadre qui va être intégré? Donc, il y a tout ce niveau stratégique-là à travailler, où est-ce qu'on inclut des gens également à l'externe, au niveau académique également. J'aime ça amener ce point de vue d'éthicien ou un point de vue externe qui est non biaisé,
parce que même ici, on parle au niveau de l'éthique algorithmique et on parle des biais et des discriminations, mais si on parle de biais au niveau de l'algorithmie, ça vient de où? Ben, ça vient de nous, des humains qui créent ces algorithmes-là, vu nos biais cognitifs, mais également qui peuvent venir aussi des bases de données. Donc, oui, au niveau du cadre, mais également, concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui développent ces algorithmes-là ou qui collectent de la donnée? Donc, d'avoir un volet qui est concret et qui est compréhensible et simple. Est-ce que ça va être la façon de se poser des questions pour recueillir des données? Est-ce que ça va être en incluant des mécanismes d'attention lorsqu'on a des méthodes ensemblistes? Donc, c'est des questions à se poser et c'est sur lesquelles j'avais travaillé et aidé à implémenter. Merci. On voit bien avec vos réponses, Lise-Estelle, ravie, que la mise en œuvre d'un projet d'intelligence artificielle, c'est d'une part extrêmement complexe, notamment pour un néophyte comme moi, là, totalement. On voit que ça demande des expertises et une collaboration très étroite entre plusieurs parties prenantes, l'industrie, le milieu académique, des centres de recherche, et puis aussi plusieurs professionnels, là, des techniciens purs et durs, mais comme tu parlais aussi, des personnes qui sont spécialisées en éthique. Puis, utiliser à bon escient l'intelligence artificielle, on le constate avec vous, là, ça peut avoir un impact très, très positif et de façon très différente. Ça peut être sur la société, ça peut être sur l'économie, ça peut être également d'un point de vue environnemental. Puis justement, Gwendal, si je me tourne un peu vers toi, Actionnable, vous définissez vraiment comme un acteur de l'intelligence artificielle responsable. On le voit que c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre, mais on voit aussi un changement de paradigme dans le secteur financier, davantage d'inclusion, de principes de durabilité, de résilience également de nos communautés, de nos écosystèmes. De ton point de vue, est-ce que l'intelligence artificielle, l'utilisation responsable, éthique, permettra de propulser les pratiques justement en finance durable? Je suis sur mute, Gwendal. J'en suis en effet convaincu et je pense que pour recentrer le débat, c'est important de, en effet, garder en tête les pratiques responsables et éthiques et sobres de l'IA, comme l'a expliqué Ravi. Et c'est également important de savoir pourquoi on le fait, selon quelle finalité. Et du coup, sur ce sujet de la finalité et de l'impact, peut-être quelques exemples de sujets sur lesquels nous, on travaille. On travaille par exemple avec une agence de notation qui est un petit Moody's spécialisé dans la notation extra-financière, dans laquelle, avec du traitement automatique du langage, donc du NLP en anglais, on va analyser énormément de rapports extra-financiers et être en mesure de répondre à des questions sur la base d'un historique qui était avant fait par des analystes humains ESG, et on va répondre à des questions très concrètes. Combien il y a de femmes au board? Est-ce qu'il y a une politique en matière d'exclusion du charbon? Est-ce qu'il y a une politique de lutte contre la corruption, etc. Et donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de faire en sorte que ces analystes ESG, ils se concentrent sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est un exemple très concret. Un autre exemple, on travaille avec Allianz, par exemple, qui est un gros assureur qu'on ne présente plus, hein, sur les prédictions de sécheresse et l'impact sur la vulnérabilité concrètement de leur portefeuille d'habitation et d'entreprise. Et donc, pour qu'ils puissent mieux prédire ce risque et être capables de le valoriser de façon plus fine. Et peut-être un dernier exemple, un sujet qui nous anime beaucoup en Europe et sur lesquels on voit qu'il y a des passerelles, notamment depuis l'arrivée de Joe Biden, qui est celui de la taxonomie verte. La taxonomie verte, c'est un excellent exemple où le machine learning va avoir beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que on sait enfin, on va bientôt savoir qu'est-ce qui est durable ou pas durable. Voilà, on aura un gros dictionnaire, plusieurs dictionnaires. On en aura sans doute un européen, un américain, peut-être un canadien aussi. Mais du coup, ça va être une super base d'apprentissage pour faire tourner les algorithmes et se dire, voilà, telle entreprise, telle activité, elle est durable, pas durable. Et donc, du coup, augmenter, faciliter les notations ESG, les investissements, etc. Et donc, au final, transpariser la capacité
des marchés financiers à injecter davantage de flux vers la transition éco-énergétique. On pourra en reparler et longuement justement des taxonomies. Au Canada, c'est une taxonomie de transition qui est travaillée, qui est alignée justement sur les accords de Paris et puis la carboneutralité d'ici 2050. Donc, ça va impacter directement les prises de décision au niveau financier, les investissements, etc. Puis, avec toi, Gwendal, ce qu'on constate, c'est que l'intelligence artificielle permet finalement d'augmenter la capacité d'analystes, de gestionnaires de portefeuille dans le domaine de l'assurance, avec l'assurance paramétrique, par exemple. Mais c'est aussi un gros problème de collecte, de nettoyage, de gouvernance autour de toutes ces données, qu'elles soient structurées ou qu'elles soient non structurées. Puis, si je me tourne vers toi, Manuel, justement, en tant qu'universitaire, c'est quelque chose que tu regardes attentivement, justement, la qualité des données ESG qui sont disponibles pour les participants de marché. Est-ce que, d'après toi, d'après ton expertise, il y a des obstacles là majeurs justement sur l'intégration de ces données-là par les institutions financières à des fins d'utilisation d'intelligence artificielle? Oui, je peux donner la perspective que j'ai comme chercheur ayant travaillé dans plusieurs projets collaboratifs avec l'industrie. J'ai pu être témoin des différents types de projets et puis justement des difficultés. La première difficulté que je vois, c'est la nature même des données. Je crois que Wendal aussi a un peu évoqué ça. Ce sont des données non structurées qu'on va retrouver dans des rapports ou dans d'autres sources originales. C'est des questions du style composition de bord, émissions de carbone, tout ça, c'est des données qui sont pas structurées puis qu'il faut aller chercher. Les exploiter, cela demande une expertise puis des ressources qui sont pas disponibles à tous les acteurs concernés dans les secteurs des investissements, c'est clair. Les gestionnaires des fonds et des entreprises n'ont pas tous les mêmes objectifs, ni les ressources, ni les équipes, ni la culture. Donc, bien qu'il existe des métriques qui ont été mis sur pied récemment, par exemple par les Bloomberg et Thomson Reuters de ce monde, ces métriques-là ne répondent pas à tous les besoins qu'on va trouver dans les secteurs financiers. Donc ça c'est un des problèmes, c'est comment est-ce qu'on peut extraire ces informations-là. Donc bien qu'il y a des solutions qui existent, ça ne répond pas. Puis aussi il y a tout un débat qui existe aussi autour de ces métriques ou mesures qui sont construites. Il y a des questions soulevées qui tournent autour de transparence, consistance. Il y a la question aussi des greenwashing. Donc aussi en plus, au-delà des rapports qui sont trimestriels, il y a l'élément temporel aussi parce que les rapports, comme je dis, sont trimestriels. Ils sont élaborés avec des données ces données-là aussi peut-être datent de plus loin dans le temps. Donc, il y a un élément de visibilité en temps réel ou presque réel qui est pas là. Donc, comment est-ce que on peut contourner ces problèmes ou aider? Mais comme universitaire, je crois que c'est dans la facilitation de l'intégration de l'expertise et de la technologie et démocratisation de ces technologies. Et ça, on peut le voir à travers des recherches collaboratives avec des labos qui font ce type de recherches, mais aussi, je crois qu'il y a un rôle important à jouer par les startups, par les fintechs. Ils ont déjà joué des rôles importants dans d'autres secteurs. Dans ces secteurs-là de l'investissement responsable aussi, justement, c'est là qu'on peut trouver une innovation qui bouge plus vite et qui peut proposer des solutions qui vont venir démocratiser. Parce que entre l'expertise manuelle ESG puis les métriques très globales proposées par les Bloomberg de ce monde, il y a beaucoup de place entre les deux pour des solutions qui vont être personnalisées et qui vont être facilement adaptables aux différents besoins qu'on va trouver dans le secteur financier. Ça serait ma réponse. Merci. On voit que les défis sont quand même extrêmement nombreux, là encore, pour pouvoir aller de l'avant sur un projet d'intelligence artificielle, avoir de l'impact. Il y a pas mal de barrières à surmonter, puis notamment dans le domaine de
de la finance durable, de l'ESG. Là, c'est la fameuse soupe à l'alphabet, de pouvoir comparer des pommes avec des pommes, d'avoir un même cadre de référence, des métriques qui soient partagées. Je suis soucieux du temps. On avait une demi-heure qui nous était allouée pour notre table ronde. J'aimerais quand même conclure notre discussion par un rapide tour de table avec vous pour voir, à la lumière de nos échanges, de nos discussions et les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si vous avez un conseil pratique là, que vous souhaiteriez partager avec ceux qui nous écoutent pour mettre en œuvre un projet d'intelligence artificielle qui intègre les principes éthiques responsables pour avoir de l'impact positif de ce point de vue-là. Ça serait quoi vos quelques conseils de ce point de vue-là? Peut-être si on commence avec toi, Lise-Estelle? Oui, merci. En fait, mon conseil est peut-être circonscrit là, au cas d'utilisation qui touche à des activités réglementées au niveau de la finance. Mon conseil, c'est simplement de contacter votre régulateur, poser des questions, solliciter du feedback, engager dans la discussion. Je pense un peu partout dans le monde, les régulateurs là, du secteur financier, sans peut-être se donner un objectif d'être un régulateur de proximité, s'ouvrent aux fintech qui veulent discuter avec eux de leur modèle d'affaires, des possibilités et de la réglementation qui pourrait être applicable. C'est toujours mieux de le savoir en début de projet qu'avant de se lancer. Donc, ici au Québec, on a une adresse courriel fintech@l'autorité.qc.ca et on répond à vos questions. On embarque sur un appel, on discute. C'est bon pour l'émergence des fintechs, c'est bon aussi pour les joueurs établis, mais c'est surtout bon pour le régulateur. Ça nous permet là, de savoir qu'est-ce qui se passe. Ça nous permet de bien nous positionner au bon moment par rapport à ces enjeux-là. En effet, on n'a pas souvent le réflexe de se tourner vers l'autorité de régulation du marché financier du pays dans lequel on souhaite s'impliquer. Puis, on le voit et je peux en témoigner. Les gens à l'AMF ici sont déjà extrêmement sympathiques. On peut le voir avec toi, Lise-Estelle. Et puis aussi extrêmement volontaires et de répondre aux questions. Très régulièrement, ça nous arrive justement de vous envoyer des fintechs qui se posent certaines questions par rapport à leur modèle d'affaires ou à ce qu'elles peuvent faire, ne pas faire. Puis notre premier réflexe, c'est toujours de dire assurez-vous que ça fit aussi avec le cadre ici. Donc, tournez-vous vers le régulateur. Ravi. Pour toi, ça serait quoi les quelques conseils pratiques, là, les takeaways qu'on devrait retenir pour mettre en place un projet réussi d'IA responsable? Le domaine de la finance, le volet algorithmique peut avoir un grand impact également sur l'accessibilité. Donc ça, je voulais le mentionner, même si on le sait, mais mettre de l'emphase là-dessus. Mais c'est de dire aussi que chaque personne a un rôle qui est important, même si la personne n'est pas une personne qui développe le volet algorithmique. Donc, j'ai parlé à plusieurs personnes, même au niveau des scientifiques de données, des personnes qui développent ces plateformes-là, avoir parlé à plusieurs organisations et la plupart n'ont il nous manquait certains concepts en éthique. On n'est pas je suis pas éthicienne. Donc, avoir cette sensibilisation, cette éducation, ces formations en éthique algorithmique, je trouve que c'est très important. Je vous dirais, informez-vous, parlez à des personnes, que ce soit le régulateur, que ce soit moi chez KPMG, que ce soit Manuel Morales, et même que ce soit Glendale ou toi, Florian. Donc, ce volet-là, je dirais que c'est important. Comment faire en sorte d'être capable de développer cette sensibilisation-là auprès de la population ou auprès des employés. Et en termes de collaboration, je vous dirais que je trouve ça super intéressant de parler avec les philosophes, avec les éthiciens, mais aussi avec les scientifiques, d'avoir leur volet et leur takeaway, demander des questions, mais également, qu'est-ce que je suis en train de lire, c'est la régulation européenne, la future régulation européenne au niveau de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est intéressant, mais aussi de se dire, comment nous, est-ce qu'on peut l'appliquer non seulement dans les organisations, non seulement au Québec, au Canada, mais à d'autres endroits. Merci. Et toi, Gwendal, justement, quand vous partez un nouveau projet avec un client, cette prise de besoin initiale, là, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quoi vos premiers conseils que vous donnez justement à un client ou un partenaire potentiel avec lequel vous commencez à collaborer?
Moi, je pense que les deux conseils que j'aurais envie de formuler, c'est la culture et l'acculturation, la capacité de comprendre les concepts sous-jacents. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une discussion et comprendre, il faut, sans vouloir être data scientist ou docteur en mathématiques, il faut à minima comprendre un peu les concepts. Donc, il faut que les directeurs, les directrices se forment à l'intelligence artificielle pour comprendre. Et le deuxième point, c'est qu'on passe beaucoup de temps à cartographier le problème. C'est-à-dire que souvent, on a tendance, nous les premiers, à vouloir foncer sur la solution. On se dit, ah tiens, on va essayer tel réseau de neurones, tel algorithme, ça va marcher. Mais en fait, on ne s'est pas bien posé sur mais quel est vraiment le problème, comment on veut y répondre, si on y répond, qu'est-ce qui va se passer, quel indicateur, etc. Et en fait, souvent, la solution, elle se trouve dans le problème, en fait. Et il faut vraiment passer beaucoup de temps dans ce qu'on appelle le problem statement, de bien le cartographier. Et après, c'est souvent beaucoup plus facile de déployer des pratiques éthiques si le problème est bien décortiqué. Et peut-être pour finir, il y a beaucoup de choses qui existent sur les pratiques. Il y a des guides pratiques, il y a des questionnaires, il y a un certificat qui va sortir là en France, par exemple, sur... Donc, il y a déjà de la littérature sur les bonnes pratiques. Donc, après, il y a beaucoup de choses à lire, mais il y a déjà des choses. Donc, ne repartez pas d'une feuille blanche. Voilà. Merci, Gwendal. Manuel, en tant que chercheur, se poser les bonnes questions, trouver la bonne problématique et définir les objectifs, le périmètre de recherche, c'est quelque chose que tu fais au quotidien. Est-ce que tu partages cet avis-là avec Ravi, Gwendal et Lise Estelle? Est-ce que tu as d'autres conseils, toi, que tu formulerais pour la mise en œuvre d'un projet? Oui, peut-être juste rebondir sur ce que Ravi disait. Oui, c'est rapproché de l'écosystème universitaire. Dans les 5-7 dernières années, ça a bougé beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'institutions, des labos qui ont été créés justement pour se pencher sur ce type de questions. Puis à Montréal, en plus, Montréal est devenu un AI Hub. Et ce qui est différent, ce qui va différencier Montréal des autres centres similaires, c'est justement les soucis vers les impacts sociaux. Donc oui, l'IA peut générer de la valeur économique, mais à Montréal aussi, on est très soucieux de la valeur sociale que ça peut générer. Donc, se rapprocher de cet écosystème-là aussi, c'est important. Merci à toutes et à tous. Je pense qu'on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Je tiens chaleureusement à exprimer ma reconnaissance de vous avoir accueillis aujourd'hui. Je pense que ça permet d'ouvrir le débat, certainement pas de le clore. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutaient, n'hésitez pas à solliciter votre régulateur, à solliciter le milieu académique, même des firmes de services conseils ou des entreprises telles que Actionnable pour en savoir davantage sur la mise en œuvre d'un projet d'intelligence artificielle, intégrer les principes de responsabilité, d'éthique. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir de ce point de vue-là. Je tiens à remercier très chaleureusement également Finance Innovation pour l'invitation qui a été faite aujourd'hui de pouvoir présenter l'écosystème un peu québécois, montréalais dans le domaine de l'intelligence artificielle. Comme Manuel le disait, vous aurez compris qu'il y a quelque chose particulier à Montréal, c'est des valeurs aussi qui sont exprimées et qui sont exprimées à tous les niveaux. Donc également dans ce qu'on essaye de faire dans la recherche, ce qu'on essaye de faire dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et n'hésitez pas, si vous avez les moindres questions, vous pouvez vous retourner vers nous, ça nous fera plaisir d'y répondre à tout moment. Merci encore une fois, et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci. Merci tout le monde. Au revoir.